Qu'est-ce que vous en pensez un peu du dopage dans le sport, dans votre sport, mais aussi du Pas dopage bien. en général? Je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'on est quand même un sport qui est plutôt épargné déjà parce que c'est quand même un sport où il y a beaucoup moins de moyens financiers que par exemple en cyclisme. Enfin, je n'accuse pas, je reste pas la pierre aux cyclistes, hein, mais- Comment ça se passe l'argent dans le triathlon à votre niveau? On gagne beaucoup d'argent, on en perd, on dépense pour participer. Comment ça se passe? Moi, par exemple, quand je suis allée avec mon nouveau coach, ça coûte par mois. Mais j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a changé pour que tu arrives à ce niveau-là, parce que je crois qu'il y a 2 ans, tu fais ton premier top 5, et aujourd'hui, le top 5, ça ne te suffit plus du tout. Ben, on va y aller. Jeanne, Nathan, comment ça va? Ah, bien. Très bien. Très bien. On est juste après la Super Tri de Toulouse. Il y a eu énormément d'émotions, il y a énormément de choses qui se sont passées. Bah, d'ailleurs, tiens, en parlons-en. Il y a eu déjà, Jeanne, la victoire, Ouais. enfin, à Toulouse. Enfin, on finit. Et on finit en beauté avec une demande en mariage. Nathan, comment t'as préparé tout ça? Bah, ça s'est fait quand même un peu en amont, puisque je savais que la Super Tri c'est assez carré et tout ça, en plus, voilà, organisation américaine et tout. Et du coup, j'en ai parlé assez à l'avance avec Anne Favre, c'est la coordinatrice avec Toulouse, quoi, et la Super Tri. Ok. Et du coup, ça s'est fait petit à petit, le projet s'est monté entre guillemets, j'ai fait plusieurs réunions avec eux pour que C'est- tout soit. C'était pas un truc sur l'instant, tu te dis elle a gagné, quoi Bah, que ce soit. Ça, ça aurait pu, mais je pense que ça aurait peut-être capoté sur certains points, quoi. Donc, je préférais prévenir que tout soit bien et tout, au moins que ça gâche pas le moment, quoi. Donc ouais, ça s'est fait quand même un peu en amont et bon, ça s'est passé à peu près comme j'imaginais. Le seul bémol, ça aurait été si Jeanne avait un problème pendant la course, du genre un accident ou quoi. Donc, bon, on Ça a pas croisait été les le cas. doigts, mais ça n'aurait pas été le cas. Mais après, peu importe le résultat, ça se serait fait quand même. Donc voilà. Ça n'a pas été le cas et ça a été très très bien. Jeanne, comment tu l'as vécu un peu cette demande, ces émotions? D'abord la course, mais aussi après tout ce que ça en découle. Bah, la course, c'est ce que j'ai un peu dit après. Bon, j'étais évidemment hyper contente, mais presque soulagée en mode bon, enfin le sort est levé. Donc la course, bah, j'étais très contente. En plus, ça s'est bien passé pendant la course. Je voyais que je me sentais bien, surtout à pied. Donc vu que c'était là où, avec Léonie pour le général, on allait devoir se battre, je me disais, j'ai les cartes pour jouer aujourd'hui en tout cas. Et après, la demande, c'était extrêmement inattendu, puisque, bah, pas que ça soit inattendu dans notre vie de couple, mais plus à ce moment-là, surtout Nathan, c'est pas trop du genre à faire le show, le buzz, l'insta, le machin, donc Plutôt j'étais là. timide. Bah, c'est même pas tant timide, mais Normal. peut-être. Ouais, même pas introverti non plus, bah, ça dépend avec qui il est, du coup, j'imagine, mais ouais, pas à se montrer sur les réseaux, et là, bah, c'était en direct à la télé, quoi. Donc, Devant tout le monde. et là, maintenant, c'est sur je sais pas combien de posts collaboratifs sur Insta, donc c'est sûr, si pour la discrétion, on repassera. Pour finir là-dessus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui reprochaient peut-être à Nathan le fait de s'être accaparé un peu ton moment. C'est les Ouais, on a quelques commentaires vu. que j'ai pu voir. Toi, t'en penses quoi? Non, bah après, c'est ce que je lui disais. S'il m'avait demandé, genre, quand je passe la ligne, que je suis en mode ah, enfin, et que bim, il arrive, bon, j'aurais été très contente, mais avec du recul, j'aurais dit, ouais, c'était peut-être pas le bon moment. Mais là, j'ai eu mon arrivée, mon podium indiv, le podium indiv du général. Enfin, et ça tombait bien. Et en plus, les gens qui regardent ça sans le contexte de la course, ils pensent que c'est le podium qui a lieu tout de suite après, parce que je suis encore en tri, mais c'est pas le cas. C'est, je sais pas, une demi-heure, 1 heure après. Et aussi, un truc qu'ils prennent pas en compte, parce qu'ils le savent pas, c'est qu'il y avait nos familles, ma meilleure amie, un de mes frères. Enfin, du coup, nos parents, un de mes frères, ma meilleure amie, nos amis, dont celui qui nous a fait nous rencontrer. Donc, mine de rien, pour nous, c'était. Enfin, moi, en tout cas, j'ai apprécié le moment, donc pas de Ouais, soucis. j'avais quand même pas mal réfléchi avant. Enfin, c'est sûr que j'avais pris en compte ça, mais je m'étais dit, ça va si c'est après. C'était déjà après 2 podiums. Il y a eu le podium de l'étape où je pense que là, son émotion après course, elle était au max. J'ai vu le podium du général, et là, quand tout le monde était descendu, enfin, ça faisait quand même. Bien sûr, je pense que les gens qui ont reproché ça, c'est qu'ils pensaient qu'elle avait passé la ligne et que là, je m'étais jeté sur elle et que. Voilà, mais c'était pas le cas. Donc là, je pense que ouais, c'était un bon moment, ouais, surtout avec nos familles et tout. Et puis, on va dire que l'autre moment que j'avais pensé, ça a été un peu avorté, puisque en fait, de base, je devais peut-être partir sur les Coupes du Monde avec elle en Afrique, en Amérique du Sud. Ouais. Et je m'étais dit là-bas, après en vacances et tout, ça pourrait être sympa, mais comme ça peut pensais pas que se ça faire. serait un truc comme ça, Voilà. normalement. Du coup, je m'étais dit plan B, un plan B qui était plutôt pas mal, Plutôt bien. avec Ouais. une réunion de famille et d'amis plutôt conséquente. Donc, Bah, du coup, tu me fais une belle transition. On va parler de ces Coupes du Monde. Pourquoi t'as pas pu y participer vu que l'aventure c'était dans ton plan quand même? Qu'est-ce qui fait que tu y participes pas?
Bah après, bon, du coup ça reste un peu de ma faute de toute façon, puisque en fait il y a des critères assez stricts définis par la Fédé et des critères qui sont en fait qui sont pas forcément atteignables dans le sens où en fait du coup les échelons sur les courses internationales en triathlon c'est Coupe continentale, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, WTCS du coup le plus haut niveau. Ouais. Et du coup en fait sur Coupe d'Europe il y a des critères pour aller sur Coupe du Monde, mais il n'y a pas de critères sur toutes les Coupes d'Europe sur lesquelles on participe. Donc des fois on peut gagner une Coupe d'Europe. Je sais pas à l'avance. Ok. On peut gagner une Coupe d'Europe sans avoir accès après à une Coupe du Monde, ce qui l'année dernière c'est arrivé, j'ai fait 2 podiums en Coupe d'Europe et c'était pas dans les critères parce que la Fédé décide que le niveau sur la course n'est pas assez haut par rapport à ce qu'ils veulent quoi. Ils font des petits calculs avec les participants en gros. Voilà, c'est ça en gros, ils prennent les 8 premiers de la start list, ça fait une moyenne de classement mondial et par rapport à ça, donc c'est un indice de performance qui fait que ça définit le critère sur la course, donc s'il faut faire top 8, top 5, podium ou gagner quoi. Sauf Ouais. que les Coupes d'Europe, souvent, bah, il n'y a pas le niveau qu'ils veulent, donc ça ne nous permet pas d'accéder à l'échelon supérieur. Donc moi j'avoue que cette année, bah, comme j'ai commencé la saison avec un podium en division 1 de triathlon, et c'est un niveau bien plus relevé que les Coupes d'Europe, je me suis un peu reposé sur ça en me disant, voilà, après avoir montré ça, je pense que en critères discrétionnaires, parce qu'il laisse quand même des critères discrétionnaires, donc à la discrétion du DTN, bah, d'envoyer quelqu'un sur une course par rapport à ce qu'il a montré comme niveau, quoi. Bon, je me suis dit, normalement, ça devrait le faire, je vais pas me mettre la pression. Et puis, bah, j'ai même fait un deuxième podium après, en septembre. Et quand mon coach a appelé, ils ont dit cette année, pas de critères, pas de course. Donc, bon, j'avoue que ça m'a mis un petit coup, puisque bon, c'était fin de saison pour moi, du coup, puisque après les D1, il faut aller refaire des Coupes d'Europe où je savais qu'il n'y aurait pas le niveau pour avoir des critères, bah, ça me servait pas grand-chose, donc pas de Coupe du Monde, donc fin de saison. Ouais. Donc c'est un peu, t'es un peu tributaire de ces critères et des décisions de la DTN pour participer ou non. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a d'autres sports où en fait chacun s'inscrit et peut aller même jusqu'au championnat du monde de sa propre initiative. C'est dur quand même de vivre ça. Tu le sens un peu comme une injustice? Bah, c'est sûr un petit peu, parce que bon, en plus on est plusieurs dans mon cas. Bon, en fait, le gros problème, bon, qui n'en est pas un, mais c'est qu'en France on a un vivier d'athlètes énorme, quoi. En triathlon, je pense les 15 meilleurs français, ils peuvent être dans les 60 meilleurs mondiaux. Enfin, peut-être j'exagère à peine, mais vraiment pas beaucoup, Enfin, quoi. en fait, on peut pas le savoir vu que Voilà, tout c'est le monde ça, n'a pas sa mais place pour courir, donc, ouais. on a une réputation, mais pour le coup, sur les Coupes d'Europe, toutes les autres nations, ils savent que quand il y a des Français, bah, ça va jouer le podium, quoi. Donc, on a un niveau exceptionnel, quoi. Et c'est sûr que c'est frustrant, surtout dans le sens où, enfin, ce qu'il leur est beaucoup reproché, c'est que, en fait, c'est juste qu'ils nous inscrivent pas sur les courses, quoi. Parce que c'est qu'il y a de la place, en fait. On pourrait juste prendre des slots et on prendrait la place de personne. Et en fait, c'est juste le fait de ne pas nous inscrire, sachant qu'en plus, on n'est pas aidé financièrement. Enfin, moi, si En ça gros, laisse. ils ont juste à les inscrire et ça leur coûte littéralement, à part le mouvement de leurs doigts sur le clavier, rien. Voilà, par exemple, moi, si j'étais allé au Chili, du coup, bah, j'aurais tout payé de ma poche, juste ils m'auraient inscrit. Et je pense que je leur aurais pas fait honte non plus sur les courses. Donc, c'est ça un peu que beaucoup d'athlètes reprochent au système et que pas mal de dirigeants et tout essaient de tirer la sonnette d'alarme pour que ça Ok. puisse changer, quoi. Bah, je sais que Stéphane Leca est le nouveau DTN du triathlon et on lui passe un Ça. petit message et un petit J'espère bonjour que aussi. ça va changer. Un petit bonjour aussi et on espère que ça va changer. En tout cas, les athlètes ils sont motivés, on peut le voir aujourd'hui. Ils ont envie d'aller défendre les couleurs de l'équipe de France et de se donner au max. Donc on espère que ça se passera comme tu le souhaites. On va rentrer un peu dans votre vie. Parce qu'on a fait un épisode sur la vie des amateurs au triathlon. Aujourd'hui, on fait un épisode avec des professionnels. Je pense quand même que la vie n'est pas la même. Les objectifs sont pas les mêmes, les dépenses sont pas non plus aussi les mêmes. Pour faire un petit comparatif quand même avec la natation, que moi j'ai connu pendant de nombreuses années, vous quand même dans votre vie, vous choisissez où vous vous entraînez, vous choisissez un peu vos stages, vous choisissez vos compétitions. Nous, en natation, c'est vrai qu'on est assez tributaire de la décision du coach, du groupe d'entraînement. Comment vous vivez un peu cette liberté? Est-ce que parfois aussi c'est un poids parce que vous vous retrouvez un peu seul? Comment vous la vivez, Jeanne? Alors nous, jusqu'à maintenant, du moins, on n'avait pas tout à fait le même fonctionnement. Moi, pendant des années aussi, j'ai été à Metz, je bougeais pas à part en stage. Donc là, pareil, c'était en fonction du coach où il disait où on allait, ou du club aussi, parce que c'était mon coach de club. Et depuis fin 2020, je me suis rapprochée d'un groupe qu'on appelle les squads internationaux. Et du coup, en général, on fait des camps, on a un camp de base qui était à Montegordo au Portugal et on y passait tout le début d'année, de janvier à avril-mai, en fonction de l'année des premières courses. Donc
l'année dernière à post-jeu, c'était un petit peu plus fouillis en mode on va un peu en Espagne, un peu au Portugal. Mais c'est toujours les athlètes ou le coach qui. Enfin, c'est un peu la démocratie dans le groupe. Moi, par exemple, je préfère rester au Portugal pendant 6 mois, mais je comprends qu'il y en a qui ont un peu la flemme et qui veulent bouger. Donc l'année dernière, on a un peu changé. Après, on a toujours notre liberté en mode, il nous dit, il y aura un stage là, moi je viendrai telle date, telle date. Après, si tu veux rester à Toulouse, tu restes à Toulouse. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude de beaucoup bouger, de pas trop être là. Mais moi, j'aime bien ça. Après, je sais que il y a des moments où c'est un peu fatigant parce que je suis rarement à la maison et limite la période où je suis à Montegordo, je bouge pas, donc c'est agréable. Mais après, là, je pars tout à l'heure, je prends l'avion pendant 2 mois. Parce qu'en plus, je suis encore je dois partager mon temps en métropole, on va dire, entre Toulouse, parce que c'est ma nouvelle maison, et Metz, parce que je viens de là-bas, et le Luxembourg. Donc, Pas facile à gérer. ouais, même les temps un peu plus chill, on va dire, faut quand même que je divise en 2 ou 3 le temps. Et des fois, j'ai l'impression que je manque de temps. Si on prend une journée type, ça ressemble à quoi la journée d'un triathlète professionnel ou en tout cas qui tend vers ça ça ressemble à quoi? C'est un lever tôt le matin, c'est beaucoup d'entraînement dans la journée, beaucoup d'entraînement dans la semaine. Racontez-moi tout ça. Ça, je pense que c'est dépendant des athlètes, quoi, mais on a relativement tous à peu près, je pense, les mêmes semaines, même les mêmes journées en termes de volume d'entraînement. Après, la répartition, lever tôt le matin, ça dépend vraiment des gens. Nous, on n'est pas des lève très tôt. Bon, et en plus, il se trouve que à Castex, par exemple, ici, là, quand on s'entraîne pour nager, c'est 10 heures, les horaires les plus tôt. Du coup, soit on arrive à placer un petit truc avant, ou des fois, juste on prend notre temps, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que comme on peut organiser nos journées à peu près comme on veut, s'il n'y a que l'horaire de piscine qui vraiment nous rend dépendants d'une structure, quoi. Bon, ça s'organise à peu près comme on veut, mais sinon, je dirais que les journées, c'est entre 3 et 5 heures d'entraînement. Et les semaines, relativement pour tous les groupes, c'est entre 25 et 30 heures. Bon, il peut y avoir des gros travailleurs qui font 35, mais ça reste entre 25 et 30 heures semaine, à peu près, voilà. C'est à peu près combien de natation, combien de courses à pied, combien de vélo à peu près dans la semaine que vous faites? Moi, l'année dernière, c'était nouveau. Je nageais que 5 fois semaine. Et sinon, depuis toujours, je faisais 6. Ok. Et je pense de manière générale, en fait, je fais entre 5 et 6 fois chaque sport par semaine, quoi. Ok. Et 1 ou 2, alors muscu, c'est un bien grand mot. Plus mobilité, être dans la salle de muscu, quoi. Prévention. Ouais, prévention, blessure. Mais là, cette année, j'étais pas très disciplinée là-dessus. Est-ce qu'il y a une séance que vous redoutez absolument? Une séance où vraiment ça va être dur? Peut-être dans un sport déjà? Est-ce qu'il y a un sport que vous aimez moins que l'autre? Alors moi, j'ai appris à aimer m'entraîner déjà de base, parce que j'aimais pas particulièrement l'entraînement, à part quand j'étais petite, voir les copains, mais c'était plus pour le côté social que l'entraînement. Mais après, j'aime beaucoup la compète. Ouais. Et j'ai vite compris que pour être fort en compète, fallait quand même, si ce n'est aimer l'entraînement, au moins y aller et faire ce qu'il fallait pour que ça marche à la compète. Mais j'ai appris à aimer m'entraîner maintenant. Après, j'avoue, la natation, parfois quand je suis fatiguée, c'est celui où ça va être le plus dur de se motiver. Et nager en extérieur avec le soleil, généralement, c'est la motivation extrinsèque qui m'aide pas mal pour bronzer. Ouais, je pense que la différence, même si maintenant tous les sports ça devient relativement pareil, mais la différence avec un monosport, je sais pas si on le dit comme ça, mais ouais, un sport unique comme la natation. Voilà. Par exemple en natation, même moi du coup qui était nageur, c'est sûr qu'il y a des grosses séances clés dans la semaine où qui font très peur et on sait qu'on va prendre cher, quoi. Mais nous en triathlon, c'est quand même plus lissé. Moi personnellement, par exemple pendant l'année, toutes les séances où je vais aller, je sais que ça va passer et que ça va plutôt bien passer, à moins que je sois vraiment très fatigué, mais il n'y a pas de séances où on sait qu'on va avoir du mal à la finir, quoi. C'est vraiment un effort lissé et tout, et je pense que c'est quand même la philosophie générale en ce moment de pas mal de sports, même en athlétisme et tout ça. On a compris que ça servait à rien de trop dépasser la limite physique, qu'il valait mieux être bon tout le temps sur tous les entraînements et tout bien passer pour avoir une progression stable, plutôt que de mettre un gros pic d'entraînement et d'avoir un down le lendemain ou dans la semaine. C'est plutôt ça la philosophie en ce moment, je pense. Mais... Ouais, je suis d'accord. Après, je pense en athlée, par exemple, ça doit dépendre des sports. Les 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, c'est pas les du sports tout où il y a les du mêmes lactique, fibres, c'est sûr, c'est pas la même chose. Mais nous, c'est vrai que... Sport d'endurance, on va dire. Moi, depuis que j'ai changé de coach, il n'y a aucune séance qui me... même quand je suis à la maison, par exemple, toute seule, sans le groupe, je me dis pas, je vais pas réussir à la passer. Bon, après, j'ai tendance de temps en temps à voir les allures et me dire, oh là là, mais c'est pas possible de faire ça. Et après, je la fais, je me dis,
finalement, c'était relativement possible. Je crois la séance qui me fait peur en général, ou que j'ai un peu la flemme de faire à chaque fois, c'est à vélo quand on fait des pacelines. Et en gros, c'est quand on est en groupe et on doit faire comme si on était un peu en compète, même si en compète, ça n'arrive quasiment jamais à s'organiser de cette manière. Et en général, j'ai des filles dans mon groupe qui sont très fortes à vélo et qui sont très fortes à l'entraînement, alors que moi, j'ai toujours été un peu moins forte à l'entraînement. Alors, je pense que c'est aussi pas une envie, mais ça doit être inconscient. Et du coup, ces séances, vu que c'est pas moi qui gère mon allure, je sais que je vais prendre cher en général. Ok, c'est très intéressant ce que tu parles des sportifs qui sont plus à l'aise à l'entraînement qu'en compétition et l'inverse. C'est un sujet de podcast que j'ai en préparation, ça va être intéressant. Il y en a. Du coup, on parle aussi un peu de, comme tu l'as pu évoquer, de la récupération, de pas forcément se donner trop sur une séance, mais aussi d'être un peu plus lissé. Et du coup, la récupération fait aussi partie de l'équation quand on fait un sport de haut niveau comme vous. Comment vous récupérez ? C'est quoi votre secret pour faire autant d'entraînement ? Parce que mine de rien, ça fait beaucoup. Et quand même réussir à survivre. Est-ce que c'est le sommeil ? Est-ce que c'est autre chose ? Nathan, il dort. C'est sûr que ça, je pense que c'est le gros aspect différent avec des amateurs. Parce que je pense que certains amateurs, ils arrivent à avoir des volumes d'entraînement qui sont pas si loin des professionnels en triathlon. Mais là où eux, après, ils font d'autres trucs dans la semaine, genre travailler par exemple. Ouais. Et nous, on pourrait croire qu'on a plein de temps, du coup, de temps libre et tout ça. Mais en fait, si tu organises tout autour de ton sport et que tu mets tout en place niveau récupération, c'est des repas conséquents où tu vas peut-être prendre un peu plus de temps. C'est des siestes, c'est des nuits plus longues, c'est se coucher plus tôt, c'est rajouter des stretching, des mobilités, des trucs comme ça. Du coup, c'est étirement. Du coup, au final, la journée, c'est sûr que elle est bien remplie avec les espaces de récupération, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est que vous ne faites pas votre sport que à l'entraînement. Vous faites votre sport aussi en récupération, dans votre alimentation, aller voir un kiné ou faire du massage, du bain froid, même si je sais que vous êtes plus adepte du bain chaud pour vous avoir vu hier. Lui, il en fait du bain froid. Moi, mes pieds ne supportent pas. Ouais, moi non plus, je déteste le bain froid. Mais en fait, c'est ce qui fait la différence pour toi entre des amateurs et des professionnels. C'est pas tant le volume d'entraînement, c'est plus ce que vous allez mettre derrière, à côté, pour justement performer à l'entraînement et en compétition. T'es d'accord ? Ouais, c'est vraiment la récup, puisque nous, c'est vrai que je sais que mon coach, par exemple, il veut toujours qu'on ait, pour les séances un peu dures, au moins 2 heures entre chaque sport et pas trop enchaîner. Là où un amateur, s'il travaille à 14 heures, il va aller nager ou courir, rouler, pour que ça soit fait. Et après, au lieu de se reposer, il va devoir travailler, donc il peut pas mettre son cerveau en off. Moi, par exemple, je suis pas une grande dormeuse, je fais pas de sieste et je me couche malheureusement pas très tôt, même si je travaille là-dessus. Mais au moins, même si je fais rien, mais je suis allongée, je comate ou je suis assise et je suis pas debout à vadrouiller, quoi. Du coup, on arrive à la récupération, on a parlé de l'alimentation, on a parlé un peu du repos. On parlait avec Camille Dazienne sur l'épisode du coup au niveau des amateurs sur le dopage. Elle disait qu'il y avait du dopage même chez les amateurs, ce qui m'a semblé un peu... Je pense surtout. Ouais, mais c'est ce qu'elle a dit en fait. Selon elle, il y avait plus de dopage chez les amateurs que chez les professionnels. Qu'est-ce que vous en pensez un peu du dopage dans le sport, dans votre sport, mais aussi du dopage en général ? Je pense qu'on est quand même... Enfin, après, j'ai envie de dire ça, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'on est quand même un sport qui est plutôt épargné déjà parce que on reste quand même un sport où il y a beaucoup moins de moyens financiers que, par exemple, en cyclisme. Je l'accuse pas, je lance pas la pierre aux cyclistes, mais c'est sûr que quand il y a des moyens financiers énormes, c'est plus facile d'accéder au dopage. Déjà, nous, on a du mal à accéder on va dire, à la zone grise, quoi, en termes de produits qui sont légaux, mais qui coûtent cher, quoi, déjà. T'as des exemples en tête, des produits qui sont un peu chers et qui améliorent la performance sans pour autant être du dopage ? Par exemple, en cyclisme, il y a les cétones. Ouais. Donc ça, c'est clairement pour que ça ait un effet, on va dire, un effet lissé sur toute la saison. Enfin, je me suis pas renseigné à fond, mais je sais que c'est des milliers d'euros par mois pour pouvoir sur une cure, mais sachant que c'est légal et que ça a quand même quelques effets prouvés, quoi. Et tu peux pas te le permettre financièrement ? Je pourrais, mais je sais pas si je me mettrais à la limite. Donc, c'est sûr que c'est là où on est un sport pro, mais on est encore un sport amateur comparé à certains sports vraiment professionnels où il y a beaucoup d'argent. Donc, je pense que le dopage, il y en a. De toute façon, il y a des gens qui se font choper en triathlon, mais moi, j'ai envie de dire que je pense qu'il est quand même moins développé que dans certains sports pro. Et après, pour ce qui est des amateurs, je pense que ce qui est généralisé, c'est le entre guillemets petit dopage, je pense, entre les anti-inflammatoires, tout ce qui va doper, qui est dopant, mais qui c'est pas, on va dire, c'est pas de l'EPO non plus, parce que voilà, ça reste des amateurs et qui vont pas, je pense. Il y en a aussi t'as le petit dopage où tu sais que tu te dopes, mais tu te dis bon, ça va passer. Et t'en as
qui savent juste pas, genre le tramadol, je crois, c'est depuis cette année que c'est dopant. Et ça se trouve, c'est des personnes qui en prennent depuis longtemps, parce que pour X raisons. Et un jour, boum, Ouais, clairement. C'est aussi par le dopage par ignorance. Ouais, et c'est très facile de se doper, on s'en rend pas compte, mais il y a des fois, il y a des médicaments que tu prends pour un rhume, et en fait, c'est dopant. Ou même des crèmes, tu dis une crème, bon, c'est juste une crème, mais. Faut y aller quand même pour les crèmes. Mais... Non, mais je crois qu'il y a des crèmes qui. Oui. Bah, vu que c'est par pénétration, il faut mettre la dose. Hein, il y a des pros qui donnent ça comme excuse des fois par massage. Et... les compléments alimentaires qui peuvent être contaminés. Totalement. Donc ça, tu dis même tu prends du fer, alors t'as le droit, et boum. Clairement. Ça peut être un peu stressant. Ouais, il faut faire très attention et à tout. C'est pas facile non plus tout le temps. Moi, ça m'est déjà arrivé de demander aux médecins, aux pharmaciens si le produit était dopant. Ils m'ont dit non. Et puis, en fait, quand je lis la notice et que je regarde sur le site de l'antidopage, mais en fait, ça l'est. Ouais. Et en fait, il faut faire attention parce que de toute façon, c'est pas ni le médecin, ni l'infirmier, ni le pharmacien qui va être accusé de dopage. Donc, tu as parlé tout à l'heure de l'argent, du coup, parce que forcément les moyens financiers impliquent quelque chose. Comment ça se passe l'argent dans le triathlon à votre niveau? On gagne beaucoup d'argent, on en perd, on dépense pour participer. Comment ça se passe? Jeanne, je te laisse la parole. Ouais, je pense déjà on a quand même de la chance par rapport à d'autres sports. C'est sûr, c'est pas le foot, le cyclisme et plein d'autres sports. Mais au moins il y a des prize money. Déjà au niveau filles-garçons par exemple, c'est la même chose. Bon, après on fait exactement la même course, donc il y a intérêt. Mais ça pourrait ne pas être le cas. Et après, en fait, en triathlon, quand t'es dans les tout meilleurs, mais c'est genre les 3, 4, 5 meilleurs, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Et en fait, là, je pense sur les price money direct des courses, je parle même pas sponsor, parce que ça, chacun arrive à gérer ou pas. Moi, par exemple, c'était pas fou jusqu'à maintenant, mais j'espère que ça va aller mieux. Mais sur les price money, en tout cas, ça descend extrêmement vite. Ouais. Et par exemple, pour les Coupes du Monde, si Nathan était venu au Chili, si tu fais pas dans les 6 premiers, c'est quasi sûr que tu es en déficit. Donc les Coupes d'Europe, par exemple, à part si vraiment c'est des Coupes d'Europe que tu peux aller en voiture, qui sont pas très loin. Mais si tu gagnes pas ou tu fais pas deuxième, tu as des grandes chances d'être en déficit. Donc c'est sûr que si t'as pas un peu d'aide ou un peu d'économie personnelle ou que tu, entre guillemets, investis pas en te disant... Moi, par exemple, quand je suis allée avec mon nouveau coach, ça coûte $600 par mois. Donc c'est... Ouais. Quand il m'a accepté, j'étais trop contente. Après, j'ai appelé mes parents et j'étais en train de pleurer en mode mais comment je vais payer ça et tout. Et c'est vrai que je m'étais donné 2 ans parce que je me suis dit bon, la première année, le temps de s'habituer, tu sais pas comment ça va se passer, ça peut être bien et pas ouf. Et je m'étais laissé 2 ans et je m'étais dit si dans 2 ans il n'y a pas de progrès concret, peut-être pas encore être la meilleure du monde, hein, oui. Mais au moins je vois que ça va dans le bon sens. En vrai ça coûte trop cher et je me taille quoi, parce qu'à un moment donné je peux pas sortir l'argent de nulle part. Bon, après j'ai eu de la chance, c'est relativement bien passé, et après avec le Luxembourg j'ai quand même l'aide du comité olympique qui me soutient beaucoup, etc. Mais c'est sûr que pour des plus petites fédés ou des gens qui sont pas aidés, enfin moi à l'époque du coup quand je courais en France, j'étais pas dans le système plus que ça, et c'est vrai que c'était pas toujours les jours faciles. Ça va que j'étais chez mes parents quoi. Nathan, comment ça se passe? On galère un peu quand on fait du triathlon à ton niveau? On peut galérer. Après, c'est sûr que comme elle a dit, des sports comme l'athlétisme ou la natation, le triathlon, il y a quand même des solutions, quoi. Il faut les saisir, mais nous, on va dire la grosse chance qu'on a pour pouvoir s'en sortir financièrement et ce qui fait vivre pas mal d'athlètes en France, c'est le circuit de Grand Prix français. Ouais. Du coup, si on compare à d'autres sports, c'est l'équivalent d'une Ligue 1 au foot. En gros, il y a 16 clubs et c'est des clubs du coup, qui se battent pour un classement général final en recrutant des étrangers. Donc, il y a quand même un très gros niveau sur ce circuit-là, et du coup, il y a quand même pas mal d'argent. Donc, ça permet d'avoir des contrats, d'avoir des primes vu qu'il y a 5 étapes. Donc, je me rends pas compte, mais je dirais que ça permet de professionnaliser au moins entre 10 et 15 athlètes en France qui n'ont pas le niveau d'aller chercher des primes internationales comme peut le faire Jeanne, puisque pas l'occasion d'avoir parce que par exemple moi, certains athlètes qui ont pas forcément les accès aux Coupes du Monde ou même au niveau plus haut, ils peuvent quand même vivre du triathlon grâce du coup au circuit français, avoir des contrats dans des clubs et tout ça, quoi. Après je pense aussi par rapport à ça, on en avait déjà parlé avec Nathan, t'as 2 choses, t'as le sport, le triathlon vraiment de haut niveau avec les courses internationales, le Grand Prix,
Et en fait, tu peux aussi gagner de l'argent Oui. sur des courses plus, entre guillemets, à la saucisse, mais qui des fois vont avoir de l'argent, ou même le longue distance, où tu as plus souvent des prize money. Et en fait, c'est un moment où tu fais le choix, est-ce que je fais du triathlon professionnel au sens professionnel argent, Ouais. ou est-ce que je tente plus le sport de haut niveau, performance. Après, les deux restent de haut niveau performance, mais t'en as un qui est quand même vraiment axé performance, où tu te dis, je vais perdre de l'argent finalement, quasiment sûr. Ou est-ce que je joue la sécurité, quitte à aller peut-être moins haut que ce que j'aurais pu faire. Mais des fois, tu as la réalité qui te dit, bah, j'aimerais bien tenter ça, mais je peux pas en fait. Ouais, financièrement, c'est compliqué. Si on fait un peu le tour de toutes les sources de revenus, on a les collectivités, que ce soit le département ou la région, qui peuvent aider par des fois. Pas trop. Nous là, enfin dans des Après, ils aident le club parfois qui peut t'aider à te payer. Ok, quoi. c'est indirect. Nous là parfois. sur Toulouse, Haute-Garonne, la région, je sais que les triathlètes, après je me rends pas compte, peut-être là maintenant la grosse région, Pierre-le-Corps, par exemple des gens qui sont allés au jeu, je me rends pas compte. Mais nous, là sur Toulouse, c'est quand même, je sais qu'on était catégorisés, il y a des catégories de sport. Ouais. Je sais qu'on n'était pas dans la catégorie haut niveau, le triathlon, donc on n'a pas spécialement d'aide. Après, bon, je sais que Jeanne, elle, c'est différent avec la Moselle, je sais que il y a des aides, Il y a des régions ou des départements qui sont ça plus dépend, ouais, mais... sensibles au sport, à la culture. Et c'est vrai que moi, en Moselle, on a la chance d'avoir une politique très centrée là-dessus. Enfin, très centrée. Peut-être pas centrée, mais en tout cas où ça a une grosse place. Et la malchance qu'on a sur Toulouse aussi, je pense que... Enfin, la malchance, c'est pas une malchance pour Toulouse, mais c'est qu'il y a le foot, il y a le rugby. Il y a des gros clubs. Il y a la natation, il y a le handball, il y a le volley. Enfin, vraiment, il y a tellement de sports qui brillent que c'est sûr que nous, le triathlon, même en termes de subvention pour le club de triathlon de Toulouse, qui est quand même deuxième club français en termes d'adhérence, c'est très maigre comparé aux autres sports, quoi. Bon, après, ils mettent l'argent comme ils veulent, mais c'est sûr que voilà, ça aide pas à ce qu'on ait des aides, quoi. Et après, au niveau de la fédération, est-ce que vous recevez des aides ou comme tu disais, quand tu vas en compétition en Coupe du Monde, c'est toi qui payes ton déplacement, mais est-ce qu'en dehors de ça, vous pouvez avoir des aides au niveau de la fédération, que ce soit des aides personnalisées ou des subventions ou quoi que ce soit, des primes peut-être aussi à quelques performances ou quoi? Après, je connais pas tous les dessous parce que moi j'ai jamais été dans le système fédéral parce que je suis arrivé sur le triathlon après les années jeunes et tout. Et là, j'ai jamais vraiment fait de sélection puisque c'est que sur des Europes ou des mondes et tout ça. Mais c'est le nombre d'athlètes qui sont vraiment aidés, c'est très restreint, quoi, parce que même là pour le coup dans le groupe de Jeanne, il y a un athlète, pour citer Maxime Bermos-Broger, qui a gagné 2 coupes du monde. Et à chaque fois, quand il gagne ses Coupes du Monde, il me semble qu'il n'y a eu aucune aide pour y aller. Il n'a pas eu après de reconnaissance financière en tout cas. Donc, c'est le nombre d'athlètes qui sont aidés, c'est très restreint. Bon, il y a les athlètes qui sont dans le projet olympique, quoi. Quelques athlètes qui sont en moins de 23 ans, du coup, qui sont aussi sur un projet olympique à long terme. Et sinon, on va dire que l'entre-deux, les athlètes qui sont quand même très haut niveau. Enfin, moi, voilà, j'ai du coup des potes qui sont dans la même situation que moi et qui sont top 30 mondial. Les deux, et eux, ils n'ont pas d'aide financière pour aller participer aux courses, donc non, c'est vraiment pour le très très haut du panier ou les jeunes, mais non, moi clairement à mon niveau à mon niveau de cours, j'ai aucune aide de la fédération, donc c'est quand même limité. Ouais. Moi je sais que d'aventure c'était aussi une ambition un peu politique, ministérielle aussi, de resserrer un peu les aides autour de ceux qui sont potentiellement médaillables aux Jeux Olympiques. La chose étant, c'est qu'en fait ceux qui sont médaillables aux Jeux Olympiques, c'est souvent ceux qui... on considère que c'est ceux qui ont déjà été médaillés, sauf que en fait on sait qu'à une grande majorité des gens qui sont médaillés ne l'ont jamais été, ou en tout cas ne sont pas ceux qui ont été médaillés au dernier jeu. Enfin bref, une statistique comme ça a été sortie. Donc c'est très compliqué aussi d'aider la plupart des sportifs. Et forcément, quand on restreint le nombre de personnes aidées pour mieux les accompagner, c'est aussi potentiellement laisser certaines personnes à la porte. Jeanne, au niveau du Luxembourg, comment ça se passe pour toi ? Moi, comme je disais, c'est surtout le comité olympique qui m'aide, parce que malgré ce qu'on peut penser, le cliché du Luxembourg super riche, ma fédé n'est pas très riche, loin de là. Donc ils m'aident, eux ils payent en gros juste les championnats d'Europe et du monde. Okay. J'aurais pas coûté trop cher ces dernières années parce que j'ai pas fait les Europes, mais les mondes étaient en Espagne, là c'est en Australie, ça couine un peu plus. Mais non, moi j'ai quand même la chance d'avoir le comité olympique. Et en plus, qui croit en moi, parce que c'est vrai que là c'était un peu la désillusion à Paris, mais
Mais là, avec l'année que je fais, Ouais. je pense ils vont espérer que de belles choses se passent à LA. Bon, moi aussi, évidemment. Mais non, moi, je suis pas à plaindre. Après, je sais que, par exemple, moi, dans mon groupe, j'ai des athlètes d'un peu partout, mais en Espagne, je sais pas. Je sais que les WTS, comme en France d'ailleurs, c'est payé par la Fédé, un peu comme nous au Luxembourg, le championnat d'Europe ou du monde. Mais je sais que sur les coupes continentales, et j'imagine les coupes du monde, c'est pareil. T'es pas forcément. Ils vont en prendre en charge quelques-unes, genre le Chili, il y a tous les Espagnols, enfin tous. Il y a une sélection espagnole, donc là ça sera payé. Et ceux qui veulent aller en Asie, ils se font pas payer. Mais par contre, en fonction de ton résultat, t'es remboursé. Genre tu fais premier, t'es remboursé de X argent, tu fais deuxième, Ok. donc je trouve que c'est plutôt un bon compromis, puisque c'est quand même au mérite. Ouais. Bon, après, tu as une crevaison où tu tombes là-bas, t'es deg, mais bon, ça, tu seras deg quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que la Fédé, comme ça, prend pas forcément le risque de faire full-in, tout le monde, je vous paye, et après, si vous êtes pas bon, bah, j'ai perdu beaucoup Ouais. d'argent. Mais au moins, bah, si la personne mérite, parce que c'est un peu ce que je reproche, moi, personnellement, à la FF3, c'est que bah, ils sont très élitistes, mais c'est pas forcément au mérite, comme on disait, Mosbrug, Maxime Hubert qui a gagné 2 Coupes du Monde. Enfin, le mec a le niveau de faire des Europes, des machins, des trucs, il y va pas. Moi, ça me rend un peu dingue. Mais. Et je trouve que c'est pas au mérite. Si c'était que au mérite, bah, je dirais rien, mais je pense qu'on pourrait changer 2, 3 trucs, pas forcément en termes de remboursement, mais. Ouais, changer des J'attends de critères. voir ce qui va se passer l'année En tout cas, avoir prochaine. des critères un peu plus en phase avec le niveau. Ouais, la réalité du terrain, quoi. Parce que Ok. c'est comme Après, il dans disait, ce- les critères où 1 fois sur 5 dans l'année, t'as une Coupe d'Europe qui peut te permettre d'aller sur Coupe du Monde, bah les gens ils sont coincés, quoi. Enfin, Après, dans ce que tu as dit, il y avait aussi, parce que tu as parlé d'une équipe espagnole qui sera envoyée, tu as dit, bon, ils seraient peut-être pas tous aidés, mais du coup, il y a peut-être un staff qui part avec eux. Et ça, mine de rien, c'est aussi un investissement Ouais. financier de la Fédé. Et nous, cet investissement, il n'est pas là non plus. Là, moi, l'année dernière, en Asie, on en a fait 2 des Coupes du Monde. Bon, ouais, il se trouve que là, pour le coup, ouais, ça s'était pas bien passé. Mais on était à chaque fois 6 ou 7 Français sur les 2 courses. On n'avait pas un kiné, un accompagnant, ni rien. Donc, sans parler de directement défrayer les athlètes, il n'y a pas non plus de staff qui vient. Donc, ça aussi, c'est un investissement qui n'est pas fait, quoi. Donc, et une grosse différence avec beaucoup d'autres pays, quoi. Juste avant, tu t'as dit quelque chose d'intéressant, c'est que tu faisais une bonne saison. Et c'est plutôt positif. oui. Mais j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a changé pour que tu arrives à ce niveau-là. Parce que je crois qu'il y a 2 ans, tu fais ton premier top 5 et c'était déjà une belle consécration. En tout cas, c'était déjà quelque chose d'assez beau. Mhm. Et aujourd'hui, le top 5, ça ne te suffit plus du tout. Aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. On est déçus du top 5. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Bah en vrai, rien de particulier. Enfin, la seule chose différente avec l'année dernière, à limite, c'est ma prépa de 1 mois pour du longue distance. Mais bon, ça dure 1 mois. Je suis pas sûre que ça ait changé la phase de ma carrière. Mais même si j'ai bien aimé cette petite période, surtout les séances à pied, j'aimais bien. Mais non, bah je pense que mine de rien, en fait, depuis 4-5 ans, je progresse toutes les saisons. Alors je sais qu'à un moment donné, ça va commencer à pas être une ligne droite continue. Je J'espère. te le hein, souhaite mais... quand même, je te le souhaite. Mais bon, c'est rarement comme ça. Après, bon, j'ai eu mes années un peu plus up and down, donc peut-être que maintenant ça va être que comme ça, on va voir. Mais ouais, je pense que bah, ça fait 5 ans, je me blesse pas, je m'entraîne bien, je suis bien dans ma tête, bien dans mes baskets. Donc, non, bah, ouais, je pense que c'est juste. Parfois, il faut être un peu plus patient. Et là, ça faisait 2 ans qu'à pied, je commençais à avoir dans les meilleurs temps. Enfin, les meilleurs chronos sur les courses, même si j'étais des fois. Parce que moi, c'est surtout ma natation qui est un peu. Genre, des fois, ça va très bien se passer. Genre, à Yokohama, je sors 2 ou 3e. À Hambourg, je sors pareil, 2 ou 3e. Enfin, des fois, je fais des nattes, je comprends pas. Genre, limite, il y a des courses où je sortais mieux de l'eau que je finissais à l'arrivée, ce qui n'était pas mon cas en temps normal. Mais non, ouais, il n'y a pas eu de recette magique cette année. Je pense que c'est arrivé peut-être un poil tard. J'aurais bien aimé que ce soit l'année dernière. Et là, je me dis, j'espère que ça arrive pas trop tôt, parce que j'aimerais bien que ce soit comme ça en 2028. Mais après, cela dit, ça arrive pas comme ça en 2028. Là, je profite déjà pleinement de ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on en parlait déjà. Bah, moi, faire un podium en WTS, c'était l'objectif de l'année, sans savoir si j'allais le réaliser, mais c'était vers quoi je tendais. Et par contre, en gagner une, c'est pas que c'était pas l'objectif, parce que bah, avec plaisir, mais tu dis en gagner une, quoi. Enfin, je sais pas, Nathan me disait, mais je sais pas combien de filles ou même de garçons ont fait des podiums sans forcément en gagner une, et c'est quand même un truc de ouf, quoi.
Donc c'est appréciable. Moi, j'ai vu ton post du coup il y a 2 ans où tu parlais du fait qu'elle était heureuse et que c'était peut-être aussi pour ça qu'elle avait réussi à faire ce top 5. Est-ce que tu penses que si elle progresse autant, c'est aussi parce qu'elle est de plus en plus heureuse? Je- Ouais, en tout cas, je vais pas avoir la prétention de dire que c'est grâce à moi. Je pense que c'est un ensemble, mais mais c'est sûr elle a vu je pense, des périodes assez compliquées avant 2021 et tout ça. Et bon, et le fait de trouver une stabilité dans sa façon de s'entraîner, dans sa vie, enfin, vraiment de manière générale, bah, je pense que quand tu es bien dans ta tête, que tu es bien dans ce que tu fais sportivement, bah, ça peut que t'aider à progresser, quoi. Et même, je pense qu'elle, ça l'a aussi aidé à plus se blesser pour le coup. Et nous, en triathlon, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est d'arriver à s'entraîner le plus possible sans se blesser. Et quand tu arrives à avoir une constance sur, bah là, comme elle a depuis 2 3 ans, bah, c'est sûr que tu peux que être bon, quoi. Donc, je pense que c'est un ensemble, ouais, qui fait que bah, qu'elle en est là où elle est maintenant, quoi. Je crois on a fait un peu le tour sur l'aspect vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter sur votre vie de triathlète professionnel? Après, on va parler un peu aspect couple, on va pas rester très longtemps. Mais est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette vie-là? Ouais, je pense que tu vas en parler après avec la vie de couple. J'allais plus dire que c'est une vie très sympa. Moi, j'adore ma vie, hein, mais il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. Là, quand on se dit on se voit pas avant 2 mois, par exemple, alors qu'on vient de se fiancer, on a fait en mode, bon, ça va être un peu longué, mais c'est enfin, par rapport à lui, je sais que des fois, c'est ce que je lui dis. De toute façon, on va passer notre vie ensemble. Donc, si on se voit pas là pendant 2 mois, ça va, on compensera plus tard. C'est très beau. C'est comment de vivre avec quelqu'un qui fait le même sport et avec qui on passe énormément de temps? Des fois, on a besoin de soupapes de décompression, des fois, on a besoin aussi d'avoir son petit jardin secret ou en tout cas son petit moment à soi. Vous partagez plein de choses, même si effectivement tu dis que vous n'allez pas être ensemble pendant très longtemps, mais vous faites le même sport. Est-ce que quand on rentre à la maison, on parle encore de sport? Enfin, comment ça se passe? Bah, jusqu'à maintenant, en tout cas, on passait pas tellement de temps que ça la journée ensemble quand on est tous les deux sur Toulouse, parce que, enfin, on n'avait pas le même coach, on n'a pas le même coach, on n'a pas les mêmes séances. Et ouais, enfin, par exemple, quand j'ai 3 heures de vélo, je les fais pas avec lui. Ok. Donc déjà, ça fait 3 heures, on se voit pas, heureusement. Mais ouais, non, on a quand même des emplois du temps assez différents. Il y a juste de temps en temps, on est à la piscine en même temps, mais pareil, on fait chacun notre truc. Il sort avant, il va rentrer me faire à manger. Bah ouais, bah c'est ça, c'est que au final, même si on s'entraînait ensemble, qu'on avait le même coach et tout ça, on aurait quand même pas tout à fait les mêmes entraînements, pas forcément à les faire ensemble et tout ça. Donc au final, bah, l'un dans l'autre, ça fait un peu comme si on avait une journée de travail, chacun de son côté, et qu'on se croisait. Bon, là, ce truc, c'est qu'on se croise quand même dans la journée, donc ça va. Mais oui, après qu'on se retrouve le soir, bon, du coup, il y a quand même, si le sport, ça revient quand même, dans les sujets, bon, même vite fait se raconter nos journées et tout ça. Et puis, bah, comme on a tous les deux des objectifs, que c'est quand même une grosse partie de nos vies, ça parle encore un peu de sport. Mais en tout cas, je pense qu'elle comme moi, on se sent pas envahi l'un par l'autre et on se sent pas envahi par le fait que bah, qu'on est tous les deux triathlètes professionnels et que enfin tout tourne pas autour de ça non plus. Donc non, sur Là, ça, on je a un pense mariage que organisé. Donc, de toute façon, on Ça, aura je d'autres pense que sujets de ça- conversation. C'est clair. Et du coup, est-ce que le fait d'avoir, quand l'un fait des bons résultats, est-ce que ça aussi, ça pousse l'autre? Est-ce que ça aussi, ça encourage ou ça te permet aussi d'avoir du positif dans ta vie? Est-ce que ça aussi, c'est important? Est-ce que les bons résultats de Jeanne cette saison, ça te pousse à te dire, en fait, j'ai envie l'année prochaine de faire aussi bien qu'elle? Oh bah oui, c'est sûr, ça motive. Bon, après, de toute façon, même sans parler de moi, c'est que je suis hyper content pour elle à chaque fois. Donc, même moi, ça me met dans une bonne vibes, quoi. Donc, c'est sûr que ça, c'est cool. Et puis, oui, bah, au final, de vivre, je pense, avec. Enfin, les gens, entre guillemets, qui la connaissent pas, ils voient juste les résultats et tout. Mais moi, du coup, je la vois au quotidien et tout. Et bon, ça permet de se rendre compte que, en fait, c'est une vie normale, quoi. Et que c'est. Et que c'est À peu près. que c'est quelque chose bah, qui est humainement atteignable quoi donc moi je me dis pourquoi pas c'est quand je la vois tous les jours et tout donc ouais ça motive et sûr que ça donne envie de faire pareil quoi donc C'est vrai qu'on a tendance à starifier un peu les personnes qui réussissent ou les meilleurs au monde. Et en fait, des fois, quand les meilleurs au monde, c'est des personnes que tu connais dans ton entourage proche. Mais en fait, tu te rends compte que c'est des personnes un c'est peu ça. lambda, quoi. Et ça démystifie un peu la chose et ça se dit que c'est accessible. Jeanne, comment ça se passe ta vie? Est-ce que Nathan, c'est aussi quelqu'un qui est important dans ta performance? Bah, franchement, ouais, bah, comme il disait tout à l'heure, mon environnement de manière générale a bien changé ces 5 dernières années.
et je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, je suis heureuse, etc. Et bah, mine de rien, il en fait partie. Et après, même au jour le jour, souvent, bah, on avait des créneaux différents. Je rentre, j'ai déjà le repas qui est prêt. Donc, C'est c'est des appréciable, petits ça. détails. Ah, franchement, en plus, j'aime pas cuisiner. Donc, en vrai, il est au petit soin pour moi. Je pense bah, il doit et s'en rendre compte. Et parfois, je lui dis aussi de toute façon. Mais je pense qu'il me soulage sur pas mal de trucs. Ou même, sans parler de sport, mais moi, j'ai un peu, c'est pas vrai, je pense pas que j'ai une phobie administrative, mais c'est un peu les mêmes effets que si j'en avais une. Et tout ce qui est, ouais, c'est con, mais ne serait-ce que prendre Internet, gérer les appels pour ça, pour la copropriété, enfin, bref, moi, j'ai rien. Et ça me va bien, et je suis très contente. Il a toute la charge mentale, j'en suis désolée. Je suis une femme moderne. Mais Très non, franchement, 2025. il m'aide beaucoup. Tu parles du mental, justement, tu m'offres une belle transition. Je voulais parler, on en parle de plus en plus du mental dans le sport et limite, pour certains, c'est plus déterminant que le physique. Euh, Comment vous êtes entouré ou comment vous avez procédé pour progresser sur cet aspect mental? Moi, personnellement, je suis suivie par une psychologue du sport depuis 2019 au CHU de Nancy. Très précis quand même. Ouais, parce qu'à l'époque, bah, du coup, j'étais sur Metz et en gros, j'avais été blessée et on savait pas ce que c'était. Genre, j'ai fait tous les tests du monde, même des trucs où on te met une couleur dans ta veine pour voir si ça circule bien. Enfin bref, tout fait. Et il y avait, voilà. Et heureusement qu'il est là. Et on trouvait rien. Et à un moment, je dis au médecin du CHU, mais c'est dans ma tête en fait. Et il me dit alors non, mais par contre, si ça peut te faire du bien, on peut te remettre en relation avec la psy que je connaissais déjà parce que tous les ans avec la FF3, il fallait que je fasse un check-up général, dont le psycho. Et du coup, j'ai commencé à travailler avec elle à ce moment-là. Et le Covid est arrivé, donc j'ai pu commencer à le faire en vidéo. Et du coup, maintenant, bah, où je sois dans le monde, je peux faire mes petites séances. Et je pense que ça me fait beaucoup de bien. Je fais pas directement de prépa mentale ou ce genre de choses. Mais après, on peut en faire, on dira avec elle. Mais bon, elle fait partie des choses qui m'ont aidé à être un peu plus en paix avec moi-même et à aussi rendre compte que certaines situations que je vivais à l'époque n'étaient pas forcément tout à fait normales. Ok. Et que j'étais peut-être un peu dans le déni, etc. À quelle fréquence tu peux avoir des consultations? C'est toi qui décides quand on a besoin, quand tu ressens le besoin, ou alors vraiment vous imposez un rythme parce que des fois on peut se laisser aller et se dire oh non tout va bien et en fait on se rend compte que Ouais, bah maintenant en fait, parce que vu que ça va bien, j'avoue que j'en ai pas forcément, je ressens pas le besoin, mais je suis toujours contente d'en faire. Après, j'ai essayé à chaque fois quand je finis rendez-vous d'en caler un prochain, parce que je crois que c'était l'année dernière, en décembre, il a dû sauter, parce que ou les vacances, ou Noël, ou que sais-je. Et après, en fait, vu qu'on en avait pas recalé un, j'ai attendu genre 2-3 mois, là j'ai dit non, il faut. Chaque fois, je me disais, je lui envoie un message demain, mais pareil, ma phobie administrative étant ce qu'elle est, je n'envoyais pas le fameux message. Mais non, on essaie de. Je pense que je fais tous les mois ou grand max tous les 2 mois. Ok. Et souvent, je me dis, bon, ça va aller vite en 30 minutes, 40 minutes, c'est plié. Bon, ça dure toujours 1h30. Mais pas à cause d'un problème particulier, juste parce que ça traîne. Toi Nathan, sur cet aspect-là, Bah, j'avais pensé à prendre un prépa mentale l'année dernière, parce que c'était en train de se faire, puis finalement, il avait pas pu me prendre au dernier moment, du coup, bon, je l'avais un peu laissé tomber. Après, bah, j'en ressens pas non plus trop le besoin, c'était mon coach qui m'avait dit pourquoi pas, bon, mes parents aussi. Mais Ça moi, chérit aussi. enfin, franchement, même là, je l'ai vu cette année, je suis pas quelqu'un de relativement stressé, quoi. Que même avant les courses qui sont les plus importantes pour moi et tout, j'arrive bien à relativiser, à me détendre et tout. Donc bon, sur ça, je pense que ça m'aiderait pas spécialement. Après, il y a mon triathlon, c'est que bon, comme on n'est pas, par exemple, comparé à la natation, on n'est pas dans notre ligne d'eau à devoir aller à une allure, qu'on a travaillé l'entraînement et tout. Il y a pas mal de faits de course et tout. Je sais que peut-être que pour ça, ça pourrait m'aider, mais ouais, pour l'instant, comme je progresse sans ça, et même je progresse sur l'aspect mental tous les ans, j'en ressens pas un besoin fou, quoi. Mais après, je sais que ça aide beaucoup d'athlètes. Ça aide beaucoup d'athlètes. Bon, pour la gestion du stress, la gestion sur certains aspects de course en triathlon, aspects techniques et tout ça. Donc, je sais que c'est quelque chose de très bien, mais ouais, j'avoue que je suis pas encore Il y assez a d'autres chats, faut investi dire, dedans. de me faire à manger. Mais il y a quelque chose aussi, c'est l'investissement financier aussi que ça peut englober, et forcément dans une situation qui n'est pas forcément très stable déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de nageurs, pour en connaître certains, qui avaient envie, mais devant la réalité financière se disent, mais en fait, potentiellement, je vais peut-être pas y aller.
alors que potentiellement c'était aussi une des solutions pour progresser. Est-ce que c'est aussi un frein parfois l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect mental mais sur d'autres aspects aussi, hein? Est-ce que l'aspect financier c'est aussi un frein? Mm. Bon, là pour le coup, moi je m'étais renseigné, non, c'était quelque chose qui était largement envisageable. Enfin, ça allait pas me mettre de frein pour d'autres choses ou quoi. Après, là où il peut y avoir des freins financiers, bon, voilà, bon, les cétones, mais j'avais pas prévu d'en prendre, mais Non, mais après, ça peut non, même ça, être diététicien, nutritionniste, Ouais. bah, c'est sûr que, les à côté. Si tu accumules tout, ça ouais. peut faire un budget. Bah, Mais... moi pour le coup, par exemple, ça peut être, enfin même si du coup ça rentrait pas dans ma ligne de compte, parce que moi j'ai un coach qui est bénévole, enfin que du coup c'est plus un ami qu'un coach maintenant que j'ai rencontré en 2021 je crois, et du coup bon qui a un job et tout, donc il fait ça vraiment par passion. Mais c'est sûr que par exemple un changement de coach, d'aller dans un groupe comme Jeanne, bon là ça commence à être des budgets à plusieurs milliers d'euros, Mm. là c'est sûr que ça se réfléchit, mais sinon il n'y a pas de grosses sources de, par exemple je sais que les stages et tout, c'est une dépense que bah, vraiment je suis prêt à la faire parce que je sais que des fois j'en ai besoin quoi, donc il n'y a pas vraiment de gros freins quoi. Très bien. Quelque chose qu'on a oublié de parler peut-être tout à l'heure sur l'aspect financier, c'était t'es avec les militaires. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Comment ça se passe parce que je sais qu'il y a un fonctionnement aussi avec le corps de l'armée qui prend la forme d'une CIP, donc une convention d'insertion professionnelle. Toi, tu m'avais expliqué que c'était pas exactement la même chose. Bah, du coup, bah, nous, c'est comme ça en triathlon, on a quelques athlètes, mais c'est aussi, je crois qu'en athlétisme, ils en ont quelques-uns. En fait, ouais, c'est un système un peu spécial. Donc, nous, bon, il y a l'armée des champions comme dans tous les sports Ouais. fédéral olympiques, quoi. Où eux, donc, il faut être listé, Faut être ciblé par la voilà, fédération ciblé qui par la fédé, accepte l'ANS. c'est ça, c'est la fédé vraiment qui propose les gens. Pour des contrats comme ça. Donc là, c'est bataillon de Joinville. Ouais. C'est un bataillon qui est fait exprès pour ça. Ils sont détachés toute l'année et c'est des contrats de 4 ans par Olympiade, quoi. Et nous, bon, dans le cas du triathlon, par exemple, moi, pour accéder aux listes de haut niveau, ça serait, je me rends pas compte, là, j'ai pas regardé les critères, mais déjà, il faudrait que j'accède à certaines courses et puis après, ça serait du style, il faudrait que je fasse podium aux Europes ou des trucs Ouais. comme ça. Ouais, C'est assez en relevé. fait, à part être dans le projet olympique, du coup, c'est 5-6 athlètes, bah, il n'y a pas trop d'accès aux listes pour les élites. En tout cas, en U23, c'est un peu plus accessible. Et du coup, dans des cas comme moi, bon, on a eu la chance que bah, il y avait un sélectionneur militaire de triathlon qui était très, très investi et qui, du coup, a réussi à nous avoir des contrats, mais là, du coup, dans des régiments en particulier. Donc, moi, en fait, bah, je dépends pas du bataillon de Joinville, je dépends vraiment d'un régiment. Donc moi c'est le 48e régiment de transmission à Agen. Et donc en fait c'est eux qui m'embauchent bah, en tant que militaire classique. Ok. Sauf qu'en fait moi ma mission bah, c'est de faire rayonner le régiment et de faire rayonner bah, l'armée à travers mon sport. Et donc ouais, la petite spécificité, enfin, ce qui est différent c'est que bah, moi par exemple j'y vais quand même Plus bon, souvent. assez souvent. Moi c'est vraiment ils me mettent très peu de contraintes, mais bah, c'est par exemple quand ils font des événements sportifs ou voilà, quand il y a des cérémonies, tout ça, j'essaye d'être le plus présent possible bah, du coup pour faire honneur entre guillemets à mon statut. J'ai le logo du régiment bah, sur mes tenues de compétition. Et après, du coup, l'aspect où c'est un tout petit peu plus contraignant, c'est que bah, on suit un tout petit peu plus de formation. Ok. Enfin, parce qu'on est considéré comme des vrais militaires. Donc moi, moi, par exemple, dans 2 semaines, je pars pour 6 semaines de formation. Bon, normalement, c'est la dernière du cursus général de militaire du rang. Mais j'aurais fait mes 3 formations. En fait, enfin, théoriquement, Front. je pourrais partir, bon, pas au front, mais je peux partir en mission. En fait, je veux dire, j'ai des qualifications que n'ont pas enfin, les athlètes qui sont engagés au bataillon de Joinville. C'est vraiment plus une insertion professionnelle militaire, enfin, vraiment au cœur de l'armée, Ok. quoi. Mais ça a relativement les mêmes avantages au final, parce que moi je peux faire ma saison tranquille. Bah, je suis du coup financièrement, j'ai une sécurité grâce à l'armée, donc voilà, c'est quand même des statuts enfin, qui ont aidé beaucoup de triathlètes à passer encore un cap financier en parlant plus de professionnalisation, mais d'être même à l'aise pour pouvoir envisager d'autres choses, même un peu se sécuriser pour la suite de la carrière et tout ça, quoi. Mais c'est important parce que faire sa carrière et en se posant la question comment on va payer le loyer, c'est pas forcément la situation la plus appréciable. Et d'avoir cette sécurité-là, en fait, ça te permet aussi de te concentrer sur ton sport et de vraiment avoir en tête tes objectifs. D'ailleurs, c'est le sujet qu'on va aborder. Les objectifs pour la suite. Jeanne, qu'est-ce que ça donne pour toi?
Moi, du coup, j'ai pas encore fini la saison, donc l'objectif à court terme, c'est les championnats du monde, enfin notre grande finale, parce que notre championnat du monde, c'est sur tout le circuit de l'année. Du coup, là, il reste que la dernière étape. Je suis actuellement 3e. J'ai un peu de retard sur les 2 premières. J'ai un tout petit peu d'avance sur la 4 et 5. L'année dernière, j'ai fait 5, 0 podium. Donc là, je me dis, si je fais pas mieux en ayant gagné une course et fait 2e à une autre, ce serait un peu craignos. Mais tout peut se passer. Donc j'espère que je vais réussir à tenir ma 3e place. Ça serait vraiment la cerise sur le gâteau pour cette fin de saison. Après, bon, j'ai 2 autres courses, mais là, c'est plus... c'est pas le même niveau et c'est surtout pas la... Entre guillemets, pas la même... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais l'objectif principal sera passé, quoi. Nathan me disant quelque chose il y a 2 jours, du coup, il me disait que tu avais la particularité quand même de faire beaucoup de courses dans une saison. Contrairement à d'autres qui ont ton niveau aujourd'hui, c'est vrai que tu en fais plus que les autres. Est-ce que c'est une volonté? Tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas en fait trop t'entraîner à la base. Est-ce que c'est vraiment parce que tu t'amuses vraiment en compétition? C'est parce que tu aimes ça et tu adores la compétition? Ou alors c'est aussi une stratégie parce que tu as envie de garder du rythme et tu as envie d'être à ce niveau-là tout le temps? Non, il y a beaucoup parce que j'aime courir et en fait il y a de plus en plus de circuits et je les aime tous. Du coup c'est difficile pour moi de choisir. Là en plus c'était année post-jeu donc mon coach m'a clairement dit qu'il va falloir se calmer les années qui suivent. Mais là ouais j'ai vraiment fait pas mal de courses. Et c'est aussi pour ça que je sais que c'est pas forcément le plus intelligent au niveau de la performance. Là ça se passe bien, j'ai enchaîné 4 week-ends. Mais je me dis, est-ce que je vais le regretter ou pas en Australie? Après, je pense que c'est aussi peut-être ce fait de courir beaucoup et d'être l'esprit peut-être un peu plus léger en mode, c'est pas oh là là, faut absolument que je gagne ce championnat du monde ou quoi. Mais T'as plusieurs objectifs, donc du coup ça te donne moins de pression sur un je seul. noie le poisson. C'est une bonne stratégie. Hein. Ouais, je pense qu'il faudra. Parce que là, en fait, c'est au-delà de courir beaucoup, c'est que j'ai pas eu forcément le temps de bien m'entraîner. Et là, mine de rien, c'est un distance olympique qui m'attend. Et quand t'as une Cassandre qui a pas couru de prix Fréjus, c'était fin août. Non, premier. Ouais, si, fin août. Ouais, c'est ça, fin août. Et moi, j'ai que couru depuis fin août quasiment. J'ai eu 2 week-ends off, je crois. Donc, t'arrives pas avec le même niveau de fraîcheur, mais aussi t'arrives peut-être avec un capital confiance aussi plus grand, peut-être. Ouais, ou capital quand ça s'est bien passé comme bonne ça. humeur, j'en sais rien, on verra, mais ouais, là de toute façon, je me dis, il faut juste surfer sur ce qui reste. C'est pas quand je vais arriver en Australie, il m'en restera 10 jours. Ce sera plus mon moment de récupérer. Je vais pas me mettre une grosse séance qui va me faire passer le cap. En soi, je l'ai fait cet hiver. J'ai eu quand même, heureusement, j'ai réussi à me faire un petit 3 semaines d'entraînement à fond remue avant Fréjus, notamment, donc juillet-août. Ouais. Et celui-là, il m'avait fait beaucoup de bien parce que même début juillet, je finissais les compètes, ça a commencé la première partie de saison qui avait commencé quand même en avril, sans compter Abu Dhabi en février, parce que ça s'était vraiment noyé dans la prépa. Mais c'est vrai que ce petit shot de rappel d'entraînement m'avait fait beaucoup de bien parce que début juillet ça commence à être un peu rude et là j'espère juste que ça va tenir encore 2 petites semaines. On reviendra sur quelque chose que tu as évoqué, mais avant Nathan, est-ce que tu peux nous donner tes prochains objectifs? Alors là tu me dis que ta saison est terminée, mais bon, il y en aura une prochaine. On l'espère. Comment ça se passe? Après moi du coup difficile d'avoir un visu quand on est dans ma position quoi, mais apparemment quand même il y aurait peut-être des choses qui vont évoluer avec la fédération et tout, donc moi de toute façon je garde en objectif les grands prix du coup. Moi quand même, comme c'est l'avantage, c'est qu'au moins on a ça quoi. Ouais. C'est que si on n'avait pas ça, ça serait compliqué, mais je sais que là c'est des courses où je cours à un niveau qui est des fois c'est entre Coupe du Monde et WTCS quoi, si on prend le niveau de la course, donc moi ça je sais que j'aurai au moins ça comme gros objectif, et après j'espère à voir si je dois refaire des Coupes d'Europe ou si on m'en demande pour après pouvoir aller en Coupe du Monde, mais moi ça serait quand même vraiment de pouvoir l'année prochaine basculer j'espère sur Coupe du Monde et puis d'y performer, voir après envisager la suite quoi. Donc du coup, vous parlez un peu aussi de la concurrence, tu as parlé de la densité française. Comment ça se passe un peu cette concurrence au sein même de la France, parfois aussi en Europe? Tu parlais tout à l'heure de Cassandre. Ça s'entend bien? Ça se fait des coups un peu bas? Ou comment ça se passe? J'ai bien envie, parce que comme tu disais tout à l'heure, nous on est dans une ligne en natation, on est dans une ligne, on n'a pas forcément trop d'intox. C'est vrai que vous, il y a quand même des contacts physiques. Comment ça se passe à ce niveau?
Alors au niveau amitié ou tout ça, chacun est ami avec qui veut, mais moi personnellement je m'entends bien avec tout le monde, je m'entends bien avec Cassandre. Elle nous a félicité pour nos fiançailles. Mais après, quand c'est la course, c'est la course. Tu peux te battre au sens du coup figuré. Après, bon, il y en a de temps en temps qui sont surtout dans l'eau où tout ne se voit pas. Le truc classique, c'est quand on te prend le pied et là, t'es en mode, mais vas-y, t'es même pas en train de nager, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est un peu excessivement énervant. Et après, bon, t'en as, c'est pas en direct pour être méchant ou quoi, mais surtout en technique à vélo, des filles qui vont prendre des virages qui gagnent pas leur ligne ou qui vont être dangereuses malgré elles peut-être, mais c'est hyper chiant. C'est pour ça que la Super Tri, c'est pas trop mal parce qu'on est que 16. Bon, dans l'eau, c'est toujours. À Toronto, ça avait été horrible. Mais après la première course, en général, ça se dilue un peu plus, donc ça va. Mais de manière générale, on arrive quand même à faire le distinguo course et vie de tous les jours. Et surtout, c'est pas à gagner à tout prix. Enfin, on respecte les règles de l'art, quoi. Très bien. Puis je pense que votre sport est aussi assez difficile pour que aussi les gens ils aient envie de partager ça, ou en tout cas de façon un peu saine. Toi Nathan, au niveau français, comment ça se passe? On s'entend bien avec les copains ou pas trop des fois dans la course? Si, franchement, c'est ça que je trouve bien aussi, c'est que malgré le fait qu'on soit beaucoup à un haut niveau et que du coup il n'y a pas de place pour tout le monde et tout ça, il y a quand même plutôt une bonne ambiance. Je pense qu'il y a très peu de jalousie et tout ça, enfin, c'est ce que je ressens quoi. Et après, bon, on se connaît tous, on fait des courses ensemble toute l'année, donc ça crée beaucoup de liens et tout ça. Franchement, moi je trouve que c'est une très bonne ambiance. Ouais, vraiment, on a tous contact plus ou moins avec les autres. Après, voilà, on a plus d'affinité forcément avec certains et tout, mais on se connaît tous et tout. Et après, bon, pour ce qui est de l'aspect des courses, c'est sûr que pendant la course, voilà, il n'y a pas de pote et tout. Et on connaît, enfin, on se connaît, on sait qui va être un peu plus agressif, sur quelle partie et tout. On sait qui est plus filou que l'autre et tout. Ça, voilà, c'est des choses, on apprend à se connaître et tout. Mais après, en général, quand la course est finie, c'est rare que, même s'il y a eu un fait de course et tout, qu'on s'en veuille ou quoi, enfin, il n'y a pas trop d'animosité, personne n'est mis à l'écart, je veux dire, donc non, c'est très cool, quoi, je trouve. Moi j'ai une dernière question, c'est si vous pouvez parler à vous d'il y a 10 ans, qu'est-ce que vous diriez à la petite Jeanne ou au petit Nathan? Pas si petit que ça d'ailleurs. Il y a 10 ans, on n'était pas... Enfin, 2015. moi j'avais 19 ans quoi déjà. C'était ma dernière année junior. Je dirais si possible, il faudrait que tu partes de Metz rapidement. Okay. Mais bon, ça c'est pas fait. Mais n'aie pas peur de partir de ton petit confort et suis Raph quand il ira à Toulouse. Ça marche. Nathan? Moi du coup je me serais dit mets-toi au triathlon puisque il y a 10 ans tu faisais pas? Puisque du coup à 16 ans j'étais en plein dans la natte, j'étais au lycée en bi-quotidien quoi, à Raymond-Nave là à Toulouse. Ouais. Bon après j'ai passé des années super et tout, mais du coup je n'étais pas du tout dans le monde du triathlon. Je me disais si je m'étais mis un peu plus tôt ça aurait été mieux. Mais ouais, je me serais dit ouais, mets-toi au triathlon, couche-toi plus tôt, mange mieux. mais bon c'était pas, à l'époque c'était pas le mood, donc je regrette rien. Donc, je pense que j'aurais juste dit d'attendre que tout se passe comme ça s'est passé et puis voilà. Très bien, on espère que le dénouement, que la suite sera encore meilleure. Mais merci beaucoup pour cet épisode. On a eu du mal à le faire. Là, c'est fait un peu à l'arrache. On y a pensé hier et aujourd'hui, tu dois partir. Donc, merci de ce partage. On a réussi à le faire. Bravo. Merci à toi. Merci de nous avoir instruits sur votre quotidien et de nous avoir donné aussi quelques clés. On se rejoint très très bientôt pour un nouvel épisode de Sport Talk. Salut. Salut.